Donc je vous remercie d'accueillir Hüleki. Alors je viens de Yerevan. J'ai atterri il y a 2 jours et je m'emploie là-bas à travailler sur un projet mené par TUMO qui consiste à digitaliser le patrimoine arménien. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas TUMO, TUMO c'est une organisation qui se concentre sur l'éducation des 12 à 18 ans dans plusieurs matières de la technologie créative. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans ma présentation de TUMO, mais je vous invite à vous y intéresser, parce qu'on fait, en fait, là, je vais vous parler d'un projet spécifique de TUMO qui se distingue du cursus principal de TUMO. C'est un projet spécifique qui a été en fait entrepris de manière un petit peu ad hoc à la fin de la guerre de 2020. Donc on a eu un cessez-le-feu qui a été signé et selon lequel les populations d'Artsakh devaient partir, en fait, laisser leur terre entre 2 à 3 semaines selon les régions. Et donc à ce moment-là, TUMO, parce que c'est à Yerevan un centre bouillonnant, en fait, où on a beaucoup de professionnels, de beaucoup de disciplines différentes qui passent, parce qu'on avait cette expérience et ces contacts-là, on est au courant de l'existence de technologies qui permettent de digitaliser de manière, et de documenter en fait, de manière très précise le patrimoine, et on se dit la seule chose qu'on peut faire en 2 ou 3 semaines avant de perdre le contrôle et notre emprise sur ce patrimoine dont on sait qu'il sera fortement menacé quand il sera sous contrôle azéri, c'est au moins de le documenter. Et donc on s'organise avec des partenaires français qui étaient déjà venus donc faire des ateliers avec les adolescents cette fois à TUMO, qui s'appellent ICONEM, qui sont en fait qui ont l'habitude de faire des scannings dans des situations de guerre. On s'organise avec eux, ils viennent en 2 jours, on trouve des Lada qui sont vraiment des voitures incroyables. Je vous ai mis quand même quelques prouesses de nos Lada en Artsakh, donc qui font aussi des passages dans l'eau. Enfin, et dans des situations assez tendues, avec du brouillard, etc., ce qui est pas optimal, on a quand même réussi à documenter, à digitaliser donc 40 monuments du Haut-Karabakh en 2020. On continue, donc là, par exemple, je vous mets simplement un exemple de ce qu'on peut obtenir à la suite de la documentation d'un monument. Alors ça, c'est du contenu qu'on crée ensuite sur la base de cette documentation. Ici, elle est mise en scène, donc on a mis aussi de la lumière. Voilà, quand on utilise ces documentations à la fin de recherche, on ne les utilise pas de cette manière-là, mais on peut aussi les exposer comme on fait dans des expositions, voilà, plutôt mise en scène avec un ciel, de la lumière, etc. Là, on a donc Porosa Komej, qui est aussi un monument d'Artsakh. Juste avant, c'était le master de Kansasak. Et donc, après 2020, en 2022, juste avant le blocus, on n'était pas au courant, mais juste avant le blocus, TUMO retourne dans le Haut-Karabakh et scanne environ une quarantaine de monuments encore. Donc aujourd'hui, on dispose d'une archive de plus de 80 monuments d'Artsakh. Et de retour à Yerevan, on réalise la nécessité en fait, de continuer à documenter le patrimoine arménien de manière extrêmement précise sur le territoire de la République d'Arménie aussi. Donc à ce moment-là, alors que c'était plus de la débrouille, mais de haut niveau quand même, parce qu'on avait des partenaires professionnels, mais on commence vraiment à mettre en place à TUMO une équipe permanente qui existe aujourd'hui de 6 personnes qui travaillent tous les jours à la documentation et au scanning du patrimoine arménien sur le territoire de la République d'Arménie. En quoi ça consiste dans notre travail de tous les jours? On a notre équipe qui va faire des scannings toutes les semaines. Donc on s'arrête en hiver parce que voilà, avec la neige, etc., c'est pas optimal. En réalité, même en été, c'est pas si optimal que ça parce que quand on a beaucoup d'ensoleillement, en fait, ça crée beaucoup d'ombre. Et donc ensuite, il y a un travail vraiment de post-processing qui est très long pour retirer ces ombres et recevoir vraiment un modèle qui est fidèle au vrai monument. Mais donc on a une équipe qui voyage toutes les semaines à peu près de mars à novembre dans différents sites d'Arménie et qui rentre ensuite à Yerevan dans nos bureaux pour créer des modèles 3D le plus fidèle possible au monument. Donc on utilise deux techniques.
En réalité, c'est pas obligatoire. On peut utiliser simplement la photogrammétrie que vous voyez ici, faite par Arthur de notre équipe. Donc la photogrammétrie, d'une part, qui consiste en fait à prendre une multitude de photos d'un monument de tous les angles. L'idée, c'est d'essayer de prendre des photos qui ont une superposition d'environ 70% avec la photo précédente, donc 70% avec celle de droite, celle de gauche, celle du dessus et celle d'en dessous, pour pouvoir vraiment recréer sur la base de ces milliers de photos un modèle. La photogrammétrie, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de créer des textures, de rendre des textures telles qu'elles sont, de rendre des couleurs aussi. Donc on a aussi ce qu'on appelle une palette en fait de couleurs qu'on prend en photo aux mêmes endroits où on prend ces photos-là pour ensuite s'assurer qu'on obtient exactement la couleur du monument au moment de recréer le modèle 3D. Ici, on a par exemple le monument au prince Lolik dans le Sunnic. On voit en fait, j'aime bien cette visualisation parce qu'on voit chaque point que vous voyez ici est une photo différente. Par exemple, alors là c'est c'est plutôt petit comme objet, mais on a des datasets qui font plus de 20 000 photos qui nous permettent en fait de recréer le modèle. Généralement, en situation de crise, par exemple, ce qu'on a fait en Altsar principalement, c'est de la photogrammétrie. Parce que c'est quand même ce qui nous permet d'avoir une information exhaustive en utilisant une seule technique, notamment parce que en utilisant le drone, on fait de la photogrammétrie terrestre et aussi par drone, on arrive à documenter toutes les parties supérieures des monuments, ce que ne nous permet pas le scanning laser. Le scanning laser, c'est une technologie qui est tout à fait différente, qui cette fois-ci ne nous permet pas de capturer les couleurs, ne nous permet pas de capturer les motifs qui en fait ne sont pas en relief, mais en revanche, ça nous permet d'avoir une trace extrêmement précise des reliefs, des espaces, avec donc ce scanner laser qui en fait, voilà, on a un laser qui va de la machine jusqu'au mur, qui calcule les distances entre chaque point et qui permet de recréer de manière la plus fidèle un espace. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait en Arménie, c'est qu'on utilise dans toutes nos expéditions les deux techniques qu'on croise, qu'on juxtapose un petit peu pour pouvoir obtenir des modèles qui ont une résolution qui est d'1 millimètre et qui peut être de plus lorsqu'on se concentre spécifiquement sur un aspect, sur une partie du monument. Donc par exemple, quand on nous conseille de faire particulièrement attention à une gravure ou une peinture, on prend encore plus de data de cette partie-là, on arrive à obtenir un modèle extrêmement précis. À savoir qu'aujourd'hui, on essaye de collecter une data qui nous permettrait d'être en avance sur les technologies à venir. C'est-à-dire que le nombre d'informations qu'on collecte aujourd'hui, on arrive simplement à en utiliser que 10%. Tout le reste, pour l'instant, les logiciels ne sont pas assez adaptés pour comprendre, en fait, pour réussir à créer des modèles plus détaillés que ça, mais on arrive quand même, on garde quand même cette archive, on la garde précieusement, on utilise, je m'écarte un peu du sujet, mais on utilise par exemple pour notre data du Haut-Karabakh une nouvelle technologie qui nous a été proposée par des partenaires de l'université de Stanford, qui s'appelle le USC Digital Repository, qui est une archive au sein de l'université du USC qui place les informations collectées sur, on appelle ça un node Filecoin, et en fait c'est comme une blockchain sur laquelle lorsqu'on place un fichier, en fait, il est impossible de toucher à son intégrité. Donc c'est comme ça aussi qu'on essaye d'assurer au maximum une préservation sécurisée des informations qu'on collecte. Alors j'ai mis ici une carte de l'Arménie et du Haut-Karabakh sur laquelle on a mis, j'ai mis des tout petits points. J'espère que ça ne minimise pas notre travail, mais comme ça il ne se chevauche pas. Donc on a aujourd'hui en Arménie 250 monuments scannés et donc 80 dans le Haut-Karabakh. Ce qu'on fait, alors ce qui est un travail difficile, c'est que notre objectif est un petit peu ambitieux, et de pouvoir scanner l'intégralité du patrimoine bâti arménien qui aurait une valeur historique. Donc l'intervention de ce matin était très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'il nous faut quand même déterminer une fois pour toutes ce qu'on appelle cette intégralité,
mais c'est un petit peu notre rêve. C'est un projet qui n'a jamais été fait voilà, à dimension nationale comme ça. Il faut bien évidemment établir des priorités. Ça aussi, c'est une des questions les plus difficiles pour notre équipe. On a une personne, Sipana Tchekeren, qui nous aide dans la détermination de ces priorités. Et donc, pendant la guerre dans le Haut-Karabakh, évidemment, on s'est concentré sur le Haut-Karabakh. Ensuite, après-guerre, on a continué dans le Sunnik. On a essayé vraiment de scanner la majorité des monuments reconnus comme importants dans le Sunnik. Ensuite, par exemple, au moment de la délimitation des frontières, on a été à Voskepal. Donc on avait déjà en fait scanné sous le Pastratzati de Voskepal, mais il y avait encore d'autres édifices, comme par exemple cette tour ou comme le pont de Voskepal qu'on a aussi scanné. Et ensuite, on voit aussi selon l'état de conservation, par exemple, si vraiment il y a des monuments qui manquent vraiment de préservation, si on prend aussi en compte le risque sismique. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui font choisir à notre chercheuse qui contribue à ce projet-là les priorités. Donc ensuite, par rapport à ce qu'elle nous conseille, on établit notre plan et on établit notre calendrier de scanning. Alors, ce qui est intéressant, c'est non seulement la capture, bien évidemment, mais c'est aussi l'usage qu'on peut en faire. Donc on peut faire beaucoup de choses. Je n'ai pas mis toutes les photos, mais ça nous permet par exemple d'avoir des plans très précis qui viennent en fait de notre travail de scanning. On obtient de ce genre de plan. On peut aussi par exemple retirer des textures. Parfois quand on voit un bas-relief ou un relief sans texture, on le voit beaucoup plus précisément. Il y a des choses qui se révèlent à l'œil, qui ne sont pas visibles en fait quand on les regarde en photo classique. On arrive aussi à obtenir des coupes. On a aussi par exemple, je n'ai pas la photo ici, mais par exemple récemment on a scanné le caravansérail de Selim. Et, en fait c'est de l'extérieur, quand on regarde le caravansérail, le toit est plutôt droit. Et au moment de regarder les scans laser, on voit une cassure très importante en plein milieu du caravansérail dont on ne se rend pas forcément compte quand on regarde en photo. Du point de vue de la recherche, ça peut être extrêmement intéressant. On essaye aussi de, bien évidemment, le rendre accessible, notamment en mettant ces modèles dans ce qu'on appelle un Apple Vision Pro qui permet de voir le modèle 3D de manière immersive, d'entrer à l'intérieur, de bouger, de s'en approcher, de zoomer, de dézoomer. Alors là, j'ai demandé à ce qu'on fasse une capture vidéo de ce qu'on voit quand on met les lunettes, mais on a perdu beaucoup de qualité. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est donc ce sont des pièces de Kutaria qu'on a scannées. Donc on se concentre majoritairement sur les monuments, mais on a aussi commencé à scanner des objets. Et là, par exemple, ces pièces-là, généralement, font pas plus de 5 cm. Sauf par exemple, cet œuf-là, il fait cette taille-là. Et on arrive à le mettre en fait à une échelle beaucoup plus grande que ce qu'il est et à avoir des détails qu'on ne verrait pas autrement. Il faudrait un microscope, il faudrait disposer de l'objet. Ça, j'amène les lunettes ici, puis on peut voir l'écrasure du vernis d'un verre de Kutaria à échelle x10, x20. On fait aussi bien évidemment des expositions immersives. Donc là, à Saint-Étienne va s'ouvrir la Biennale du Design dans quelques jours. On va exposer aussi, ça c'est une expo qu'on avait fait à la Villa en Pin avec Iconem et Pascal Convert. À Saint-Étienne aussi, nous allons donc exposer dans une salle des vidéos comme par exemple celle de Ganzasa que je vous ai montré avant, des modèles 3D qu'on a créés. Et on prépare aussi, donc j'ai pas de photo parce qu'elle n'est pas encore publiée, une plateforme qui est un petit peu notre gros projet de cette année, qui sera donc ouverte au public à l'automne et sur laquelle en fait on donnera accès à tous les modèles 3D qu'on aura créés. Donc en fait on aura une carte sur laquelle seront placés les modèles, sur lesquels on pourra cliquer de partout dans le monde, dans lesquels on pourra marcher. On aura aussi des fiches historiques un petit peu vulgarisées pour que ce soit accessible à tous. Et on espère aussi avoir ajouté d'autres types de médias dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ah ben non, je vais vous en parler maintenant. Alors là, on a par exemple, parce que juste pour faire un petit pas en arrière, on documente, on étudie
On veut utiliser ça comme une ressource pour l'analyse, pour l'étude. On veut le montrer aussi, mais on veut surtout, notre objectif à TUMO, c'est de rendre, de nous approcher de ce patrimoine comme une source en vie. C'est-à-dire qu'on veut que ça soit une source de création, une source d'innovation et que ce ne soit pas seulement un patrimoine archivé, statique, qu'on regarde et qu'on étudie. Et donc ça nous mène à faire quelques expérimentations, à aussi entreprendre des créations nouvelles, donc sur le fondement, sur la base de ces informations qu'on collecte. Et là, on a par exemple un partenaire qui est venu et qui va revenir. C'est un expert du son alors je vais essayer de relancer la vidéo, je ne sais pas si vous entendrez, qui émet en fait des sons là on est par exemple dans des espaces à Sanahim par exemple, qui lui permettent de capter l'acoustique d'un lieu en fait et de recréer virtuellement la manière dont ce lieu répond au son. Donc il a un certain nombre de sons types qu'il émet dans chaque salle, par exemple, d'un monument, et qui lui permettent ensuite de recréer cet espace. Et par la suite, par exemple, ce qu'on va mettre en place sur notre plateforme aussi, on a donc un autre partenaire italien qui va nous donner, qui a enregistré beaucoup de chants liturgiques arméniens. On arrive à coupler ces deux données et à en fait écouter un chant liturgique comme si on l'écoutait dans Sanahim, donc avec le même écho selon les salles. On pourrait faire ça avec tout et n'importe quoi. On pourrait s'enregistrer en train de parler et le coupler avec c'est les données que Vartan ici collecte et on peut entendre toute forme de son, d'enregistrement sonore comme si on était dans l'espace de Sanahim, ce qui est assez impressionnant. Alors là, j'aimerais vous parler d'un de nos derniers projets qui, je pense, représente aussi cette idée qu'on a d'utiliser notre patrimoine comme une matière aussi. Donc là, c'est ce qu'on a présenté à la Biennale de Venise. Donc on a participé cette année à la Biennale de Venise avec plusieurs partenaires pour représenter le pavillon arménien. En présentant un projet un petit peu spécifique, donc dans lequel le projet de scanning était qu'une composante parmi d'autres. On a créé, développé et entraîné une IA nouvelle en lui apprenant, en fait on a appris à une IA, si je simplifie beaucoup, ce qu'était l'architecture arménienne. Donc pour faire ça, en fait, il faut beaucoup de données. Donc c'est pour ça que le projet TUMO était important, parce qu'on avait énormément de données. Donc on lui a donné toutes ces données. Ensuite, on a dû définir, donc il y a eu un gros travail d'annotation parce que en fait, l'IA n'est pas si intelligente, donc ne comprend pas en fait ce qu'est un monument, ce qu'est le ciel, forcément, etc. Donc il faut lui dire, voilà, ça c'est une inscription, ça c'est un chapiteau, ça c'est une croix, etc. Donc il y a eu un énorme travail qui a été mené sur des milliers et des milliers de photos pour apprendre à l'IA ces quelques bribes d'architecture arménienne. Et ensuite, par la suite, on lui a demandé de générer plusieurs designs arméniens, des niches, des chapiteaux, des portails, des fenêtres, etc. Et des khachkars d'ailleurs. On a obtenu des résultats assez intéressants, dont par exemple ce khachkar ici, qu'on n'a pas représenté à Venise pour éviter de se confronter aux foudres des critiques, mais c'est très intéressant parce que c'est un khachkar sans croix. Donc c'est marrant parce qu'en fait on sent quand même que c'est un khachkar, mais il n'y a pas de croix. Et donc c'est un travail de collaboration avec un outil qu'on ne connaît pas tant que ça encore, mais qui peut mener à beaucoup de création. Donc là c'est l'IA qui est en train de générer ces khachkars, donc sur le fondement de tous les khachkars qu'on lui a servi. Voilà, donc ça c'est notre exposition à Venise, et j'aimerais terminer ici par une réalisation des étudiants de TUMO. Donc c'est peut-être visuellement moins impressionnant que d'autres choses qu'on a vues, mais comme je le disais au tout départ, TUMO c'est un programme qui s'adresse principalement aux 12-18 ans, et donc même si on est un projet qui est un petit peu en périphérie, on contribue quand même à la visée éducative de TUMO, et on forme
très régulièrement des classes de TUMO en faisant des ateliers de scanning du patrimoine. Donc c'était avec eux notamment qu'on avait organisé cet atelier de scanning de céramique de Koutaria. Et ensuite on leur avait demandé de faire des créations, donc d'utiliser ces scans qui eux sont vraiment authentiques, fidèles, pour créer une animation. Et donc ça c'était l'un des étudiants de TUMO qui a 15 ans, qui a créé cette animation. C'est assez réussi en fait. Il faut quand même réussir à rendre le poids de chaque objet, la manière dont il réagit, etc. Et donc il a recréé aussi tout cet environnement. Merci de m'avoir écouté.